merci. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous dire tout le plaisir que nous avons, les équipes de la CCIMP et celles de la Banque de France, de partager avec vous nos principaux diagnostics, nos quelques enjeux, à la fois sur l'international, la France, le régional et ce qui nous intéresse aussi beaucoup, ce qui se passe dans la métropole. Permettez-moi aussi de remercier infiniment Monsieur le Président Daniel Dobranowski et ses équipes pour la qualité de l'accueil, de nous recevoir ici. C'est un immense plaisir que nous avons. Nous sommes aujourd'hui en version mixte du présentiel, une trentaine de personnes et toutes les personnes qui sont en visio, hein, soyez les bienvenus. Nous nous attacherons, si vous en êtes d'accord, à être le plus pragmatique possible, le plus vivant possible, de façon à être au plus près de vos préoccupations de terrain. Et donc, on va, si j'ose dire, s'interpeller les uns et les autres par rapport aux enjeux de nos territoires. Maurice, peut-être un mot sur le pays d'Aix, finalement, puisque nous sommes dans le pays d'Aix ici. Alors effectivement, être dans le pays d'Aix, je trouve que dans cette reprise économique, parce qu'on a vraiment une économie qui redémarre, et vous allez voir qu'elle soit nationale, régionale ou métropolitaine, elle redémarre, même si vous verrez qu'il y a quand même des points de vigilance qu'il faut qu'on ait en tête. Mais être dans le pays d'Aix, je trouve que ça a beaucoup de sens, parce que je dis toujours deux choses. Je suis moi-même patron aixois, j'habite Aix, et on est finalement sur un territoire où il faut vraiment retenir ces deux chiffres-là. Non seulement 30% de l'emploi privé se trouve sur ce territoire d'Aix, et en plus, et je trouve que c'est un signe extrêmement fort de la dynamique de ce territoire et des patrons aixois, c'est que sur les 5 dernières années, plus de la moitié des emplois ont été créés sur ce territoire d'Aix. C'est vrai que sur ce territoire, on a de vraies locomotives, on a de vrais grands groupes, on a de vrais TPE-PME qui créent cette dynamique. Et donc, se retrouver, Éric, Jean-Christophe, ici, ça a beaucoup de sens parce qu'effectivement, on est sur un territoire dynamique. Traverser cette crise, on va voir que les choses rebondissent, même si ce n'est pas toujours pareil. Et on a aussi des points de vigilance qu'on va aussi retrouver sur ce territoire. Et donc, enfin, comme le disait très bien Jean-Christophe, l'objectif de ce matin, soit sur la partie présentielle ou la partie en visio, c'est que ça soit le plus dynamique possible, pas de présentation descendante, ça n'a aucun sens, pas beaucoup d'intérêt pour vous. L'idée, c'est de rétroagir, se parler, se poser des questions, on démarre. Voilà ce que je dirais, Jean-Christophe. Merci beaucoup. Donc, on va entrer, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet et peut-être avec une idée d'entonnoir, si vous en êtes d'accord, avec une très courte idée de ce qui se passe sur l'environnement international. Simplement pour caler les choses, hein, donc on peut passer juste une slide, je pense, la suivante, qui nous a semblé assez intéressante sur l'évolution de notre environnement international et en France. Vous le voyez, j'espère, hein, sur la partie droite de cette slide, on voit toute l'intensité, toute la vigueur de la reprise, singulièrement sur le premier semestre 2021. Je pense que c'est pour les débats qu'on va avoir. C'est assez intéressant de noter que la pente et les interactions donc de reprise ont principalement touché, on le voit, hein, sur l'ensemble des zones. J'attire juste votre attention sur la zone euro, celle qui est en bleu, où on voit que la contribution, hein, souvent, hein, quand vous regardez effectivement les contributions par le passé de cette zone euro était peut-être un peu moindre, et là effectivement vigueur de cette croissance. Nous en sommes aujourd'hui à une estimation de 5,7% de croissance mondiale, et ce qui est intéressant de noter, c'est que tous les instituts donc de conjoncture ont remonté leurs perspectives de croissance ces dernières semaines. À titre d'exemple, vous l'avez peut-être vu, un pays voisin, hein, l'Italie, les perspectives de croissance ont augmenté d'un tiers. C'est-à-dire qu'on était parti sur 4% de croissance et on est presque à 6%.
à titre de mémoire, pour la France, on est passé grosso modo de 5,75 à 6,3. Donc effectivement, l'augmentation était un peu moins. Donc effectivement, la violence de ce pic engendre quelques... Je vais me permettre de réagir sur ce que tu dis, Jean-Christophe. C'est vrai, hein, on le lit, vous l'entendez, et d'ailleurs on échangeait avec certains d'entre vous en préparation de cette réunion il y a quelques jours. La croissance redémarre, c'est indiscutable, elle est forte. Les révisions sont remises à la hausse. Jean-Christophe, nous, ce qu'on constate dans nos entreprises, ici notamment, c'est qu'il y a des sujets, des zones de perturbation, des points de vigilance qui apparaissent, qui sont essentiellement localement des enjeux sur les appros. On a du mal à s'approvisionner, notamment dans certains secteurs, je pense notamment à l'industrie, et on a du mal à s'approvisionner parce qu'on a du mal à trouver la matière, et en plus elle est chère. Et je suis dans une entreprise de service, alors moi j'ai moins de sujets d'appro, mais j'ai un sujet de recrutement, c'est-à-dire j'ai du mal à trouver la bonne compétence et derrière de la garder. Comment tu vois ça sur le plan national? Parce que ici, on a vraiment ces deux sujets de vigilance. Une difficulté d'appro avec des prix qui montent, et en plus un vrai sujet de recrutement, notamment dans nos TPE-PME, mais je pense que les grands groupes ont le même sujet. Comment tu réagis à ça, Jean-Christophe? Alors, d'abord une dernière considération internationale, peut-être qu'on voit à la slide suivante, qui est que contrairement à la la sortie de crise de 2008, il faut observer que le commerce mondial, vous avez vu, c'est un copier-coller de la slide précédente. La précédente crise, le commerce mondial était resté flat pendant 18 mois, 2 ans. Donc là, on a tous les facteurs en même temps, et c'est pour ça que je me permettais d'insister sur le pic, notamment au premier semestre. Donc effectivement, tu as raison, la vigueur de cette reprise engendre l'émergence d'un certain nombre d'aléas et le retour de nos principaux enjeux. Alors, on en voit principalement 4 des enjeux. La maîtrise des pressions inflationnistes, bien entendu, parce que, effectivement, tu le disais, qui dit difficulté de recrutement, qui dit difficulté d'approvisionnement, on a tout de suite en tête quel impact sur la hausse généralisée des prix. Deuxième enjeu, et pour autant d'aléas, c'est quelle évolution de notre politique monétaire, de la BCE, puisqu'effectivement, une fois qu'il se passe quelque chose sur le front de l'inflation, forcément, la question suivante, c'est la Banque centrale, qu'est-ce que vous faites? Le troisième aléa, on est en plein dans l'impact de ce que tu indiques. Quelle incidence de nos structures de marché, notamment biens et services et emploi, sur la croissance potentielle, parce qu'effectivement, il ne faudrait pas qu'on commence à voir dans le bout du schéma que les arbres ne grimpent pas au ciel, mais il ne faudrait pas non plus qu'il y ait une asymptote vers le bas. Et ensuite, quatrième élément, évidemment, c'est qui nous touche beaucoup à la Banque de France, à la CCI aussi, c'est quelle est la gestion de sortie de crise dans nos entreprises, souvent financières, mais pas seulement. Tu disais ça, Jean-Christophe, je vais te faire réagir sur 2 points, ceux qu'on vit tous dans nos boutiques, l'inflation. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais quand je lis les spécialistes sur l'inflation, j'ai des spécialistes qui disent « vous inquiétez pas, c'est temporaire ». Et j'en ai d'autres qui disent « c'est pas si simple ». Et moi, ce que je vis, c'est qu'à partir du moment où l'inflation risque d'avoir des effets sur les salaires, on risque de rentrer dans cette, je n'ose pas dire dynamique, mais dans cette dynamique inflation-salaire, et donc on risque d'aller vers une inflation un peu plus persistante et pas forcément temporaire. Premier point. Donc, est-ce qu'il y a un vrai risque, Jean-Christophe, qu'effectivement cette inflation ne soit pas simplement temporaire? Et le deuxième point sur lequel je voudrais te faire réagir, alors là je m'adresse à la bonne personne ou de bonnes personnes. Vous l'avez vu, Banque centrale européenne, a priori, est-ce qu'on va changer la politique de la Banque centrale, à la fois sur la politique d'achat des actifs comme celle des taux d'intérêt? Je crois qu'il y en a une qui a commencé à dire des choses. Je crois que c'est la Norvège qui a commencé à dire, ça y est, je change le rythme. Qu'est-ce que tu nous dis sur cette boucle inflation-salaire et ces banques centrales qui pourraient commencer à changer de ton? Je vais le dire comme ça. Parce que là, ça peut avoir clairement des conséquences sur cette courbe qui est
très montante, comme tu l'as montré. Oui, oui, effectivement, l'inflation est un sujet de vigilance toute particulière pour les banques centrales partout dans le monde. Et d'ailleurs, j'attire l'attention sur le petit signet, la partie rouge qui correspond à la poussée d'inflation aux États-Unis, hein, qui est, par rapport aux périodes précédentes, la plus active, toujours en bleu, la zone euro. Donc oui, commencer par dire que c'est un sujet qui commence à être un sujet de contrôle, pour ne pas dire de vigilance ou d'inquiétude. Alors, nous pensons à la Banque de France et à la Banque Centrale Européenne que malgré tout, on le voit d'ailleurs dans les crises précédentes et les sorties de crises précédentes, le mouvement pourrait être temporaire. Et ceci très rapidement pour plusieurs raisons. Donc tu parles d'inflation temporaire. Oui, alors parce que si on regarde la définition de l'inflation, c'est une hausse généralisée des prix durable. Autrement dit, vous vous souvenez quand, alors on ne le voit pas bien ici, on peut rester sur cette slide. Vous avez peut-être vu, il y a un petit épisode en bleu en 2016. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on était passé en territoire négatif. Tout le monde s'était dit, la Banque centrale, mais qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas assez de liquidité, etc. Maintenant, on nous dit, ah oui, attendez, des pressions sur l'inflation. Donc, effectivement, il faut prendre la notion de durée. Alors, les raisons pour lesquelles nous pensons que ça peut, que ça pourrait être quand même temporaire à un horizon de quelques mois, hein, 6 mois sans doute, enfin l'espace d'un semestre, ces raisons sont les suivantes. La première, c'est que lorsque l'on prend le couple dont tu parlais, qui est finalement coût d'approvisionnement des matières, des composants et de l'énergie, ça fait la moitié de l'augmentation de l'inflation qu'on observe aujourd'hui. Il sera annoncé aux alentours de 3%, plutôt même un tout petit peu plus dans la zone euro. 1,5 point d'augmentation correspond à ces 3 rubriques. Deuxièmement, la composante des services, qui quand même font 60% de notre PIB en gros pour faire en chiffres ronds, l'augmentation pour le moment est continue à 0,7. Donc effectivement, l'indice global effectivement subit effectivement des à-coups de progression, mais nous pensons qu'effectivement ça pourrait être durable, non durable, parce que justement il peut y avoir et il va y avoir un ajustement des marchés. Le second point peut-être intéressant, c'est que nous ne ressentons pas à ce stade d'anticipation, ou en tout cas d'effet de second tour prix-salaire. Donc effectivement, l'augmentation et les revendications salariales qu'on voit sont orientées principalement sur des questions donc liées à l'inadéquation de l'offre par rapport à la demande, et moins pour des questions de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, sur ces derniers mois, dernières années, il a plutôt été préservé. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, et peut-être que les personnes ici pourront réagir. Moi, je constate dans les entreprises, certes, tu as raison, on a vécu plusieurs années sans inflation, et donc les demandes au titre, notamment dans nos fameuses NAO, négociations annuelles obligatoires, on ne les percevait pas. Moi qui suis dans le service et notamment dans le transport, on commence à percevoir cette demande de NAO. J'étais encore ce matin avec certaines parties de nos équipes où clairement dans la NAO, le sujet c'est « Monsieur, le SMIC a augmenté, l'inflation est de retour ». Et donc il va falloir qu'on parle salaire. Et donc la boucle dont tu parlais, moi je ne suis pas économiste, hein, je ne sais pas, en tout cas elle a des ingrédients pour peut-être démarrer. Je dis bien peut-être. En tout cas, je peux confirmer que c'est c'est un point de vigilance, ça c'est clair. Maintenant, les dernières analyses que nous faisons dans les anticipations d'inflation à moyen terme restent en deçà
du seuil de 2%, et singulièrement l'inflation core, enfin l'inflation sous-jacente, une fois qu'on enlève les prix administrés, les prix donc très volatiles du type énergie comme on l'a vu. Donc ces anticipations, effectivement, pour le moment, et c'est la principale mission de la Banque centrale, c'est de s'assurer que ces anticipations restent compatibles avec l'objectif de politique monétaire qui est autour de 2%. J'aimerais que tu nous aides maintenant à zoomer sur un second sujet, l'inflation. J'entends ton message, donc tu as un message plutôt rassurant. Pour l'instant, c'est temporaire. Oui, mais vigilant. Je suis d'accord. Deuxième chose sur laquelle je voudrais que vraiment tu nous éclaires, parce que là aussi, on en a parlé il y a quelques jours, nos fameuses banques centrales. On le sait tous autour de la table, nos banques centrales sont rentrées depuis de nombreuses années dans ces politiques dites de quantitative easing. Un peu concrètement, je vais le dire avec mes mots, Jean-Christophe. La Banque centrale achète la dette de l'État et donc tout se passe bien jusqu'ici. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de tenir aussi dans notre période de Covid. Alors certes, endettement à 120% maintenant du PIB, mais c'est encore un autre sujet. Qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu anticipes, qu'est-ce que tu dis sur ce qu'on commence à entendre, parce que c'est une musique sur ces banques centrales qui vont commencer à changer, c'est-à-dire à dire est-ce qu'on va acheter toujours autant les yeux fermés l'endettement des États? Est-ce qu'on va jouer sur nos taux d'intérêt? Qu'est-ce que tu entends? Parce que je l'ai vu il y a quelques jours, la Banque de Norvège a officiellement dit « moi, je change de posture ». Alors, ça n'est que la Banque de Norvège. Qu'est-ce que tu dis sur ces banques centrales? Alors, je crois qu'il faut tout d'abord, peut-être juste en un mot d'introduction, revenir aux fondamentaux qui est la clarification du mandat de la Banque centrale européenne. Vous avez peut-être vu dans les journaux, la Banque centrale a opéré à une revue stratégique de politique monétaire qui a débouché sur une clarification de ce qu'elle entendait comme son objectif principal. Avant, on voulait du 2%, mais plutôt un peu moins. Il fallait que ce soit tout ça réglé comme du papier à musique sur des courtes périodes. Là, la Banque centrale dit l'objectif, c'est 2% et 2% symétriques. Autrement dit, si pendant quelques mois, on est à 1,5, permettez-moi l'expression, on ne va pas en faire un drame. Si pendant quelques mois, on est à 2,5, voire 3, s'il y a une poussée, on ne va pas non plus en faire un drame. Donc ça, c'est intéressant et important par rapport à ce que je vais exposer. D'ailleurs, et on s'en excuse, la diapo suivante, c'est juste pour le fun, vous verrez, parce qu'elle est un peu indigeste, mais vous la regarderez à tête reposée, mais je vais vous expliquer ce qui est intéressant de voir là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que la politique monétaire aujourd'hui, c'est un quatuor de mesures auxquelles sont ajoutés des dispositifs de stabilité financière pour les banques, de façon à ce qu'elles ne soient pas défaillantes. Mais l'objectif de politique monétaire, c'est un quatuor de 4 principales mesures. Et vous verrez que ces mesures sont prises, on l'essaye en coordination et en harmonie le plus possible. Premier, évidemment, c'est la politique de taux bas. Depuis quelques années, vous l'avez vu, les taux directeurs sont à zéro. Les facilités de dépôt sont rémunérées de manière négative, de façon à encourager les banques à distribuer. Donc je passe, il n'y a pas de souci particulier de ce côté-là. Ensuite, il y a 2 instruments qui ont été plus particulièrement mis en œuvre, qu'on appelle politique non conventionnelle. Le premier que tu as dit, c'est le rachat effectivement d'un certain nombre d'actifs, dont des dettes publiques, mais pas seulement, des actifs aussi privés, directement donc dans les portefeuilles des banques. Donc ça, c'est clairement ce qu'on appelle le quantitative easing, pardon. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la Banque centrale a indiqué que le plafond des 1,850 milliard d'euros, 1850 milliards, pardon, d'euros, on se trompe avec les chiffres, ils sont tellement énormes, n'était pas remis en cause. Article 2, que nous allions continuer d'avoir un rachat supérieur au PIB. Donc effectivement, il n'y a pas une baisse de ce qu'on appelle quelquefois le tapering. C'est quand la Banque centrale commence à dire « je vais restreindre un peu la liquidité ». Là, l'idée est simplement de dire « on va restreindre l'augmentation complémentaire de la liquidité ». On n'est pas encore dans la diminution.
Et ensuite, troisième élément de politique monétaire, c'est les TLTRO, hein, donc ce sont des prêts que nous faisons à moyen terme aux établissements de crédit, pouvant aller jusqu'à 4 ans et dans certaines conditions à taux négatif, et qui sont donc ces sommes sont prêtées moyennant du collatéral, c'est-à-dire qu'on prend en pension. Dernier élément peut-être intéressant de noter et pour l'avenir, c'est le quatrième élément de politique monétaire, c'est la forward guidance. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire on dit aux agents économiques et au marché, finalement, qu'est-ce qu'on a derrière la tête? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a derrière la tête? C'est poursuite d'une politique accommodante, tant que nous aurons à la fois une inflation qui n'aura pas atteint sur une période relativement longue les 2%, et surtout, tant que l'inflation core, cette fameuse inflation sous-jacente, n'aura pas remonté. Donc, premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce qu'on dit? C'est que jusqu'en 2023, encore un peu de temps, hein, on garantit au moins le même niveau de liquidité, puisque toutes les tombées seront réinvesties. C'est simplement, effectivement, on dit que le total des achats supplémentaires pourra être ajusté en fonction des besoins de liquidité. Une question que je pose très concrètement, Jean-Christophe, et d'ailleurs, Eric, tu peux tout à fait réagir aussi. On a des entreprises dans la salle, ce qui est important parce qu'on grandit, parce qu'on croit, parce qu'on investit, que ce soit dans nos machines, que ce soit dans nos locaux, que ce soit dans... Enfin, pas forcément le partenaire principal des entreprises du territoire sont forcément nos partenaires bancaires. Oui. Est-ce que demain, le risque de taux d'intérêt, il est réel? C'est-à-dire, est-ce que jusqu'ici, on a tous fait la chose, on profite de ces taux bas dans toutes nos opérations, que l'on finance les investissements dont on a besoin pour bosser, que l'on finance... Demain, je suis toujours dans cette perspective-là où tout ce qu'on décrit, forcément, il peut y avoir, je ne veux pas dire un retour de manivelle, mais il peut y avoir des taux qui se tendent et donc peut-être, allez, j'ose le dire comme ça, et peut-être qu'il y a des banquiers dans la salle qui vont agir, des banques plus frileuses. Je peux constater ça sur les taux, sur les attitudes de la banque, sur des dossiers qu'on a tous dans nos boutiques. Alors, il y a deux éléments dans la question. La première relative au taux. La Banque centrale dit clairement pas d'évolution de ces taux directeurs avant que je commence le tapering de tout à l'heure. C'est-à-dire, quand sur les marchés, vous allez commencer à lire dans la presse que la Banque centrale dit finalement, dans les titres, je commence à ne plus à avoir plutôt une politique donc de retrait de liquidité. Ça, c'est la première opération. Et on a indiqué que suivrait la seconde opération de ce côté-là. Et la Forward Guidance dit qu'on ne bougera pas avant mars 2022. Vous l'avez peut-être vu. Donc, c'est du relatif pour terme. Après, effectivement, il n'est pas impossible, si l'inflation devait être plutôt un peu plus élevée que ce qu'elle est actuellement, qu'il y ait une augmentation des taux directeurs, mais on n'y est pas, et en tout cas pas à court terme. Le deuxième élément est tout à fait central. Alors, on peut peut-être passer une slide ou deux, encore une. Voilà. Un point tout à fait central, qui est un des enjeux qu'on exposait tout à l'heure, et qui est de dire, finalement, comment est-ce que l'on peut et doit passer d'un bouclier de liquidité. Toutes les entreprises qui le souhaitaient, à quelques rares exceptions près, ont pu être aidées en trésorerie, notamment par l'intermédiaire du prêt garanti par l'État. Comment on passe de cet état de fait à un socle de solvabilité? Autrement dit, renforcement du haut de bilan des établissements de crédit avec une nuance de taille, c'est qu'il y aura l'ingrédient sélectivité dont tu fais allusion. Et ça, on l'assume totalement sur le fait que ne peuvent et ne doivent être accompagnés dans des opérations de renforcement des bilans que celles dont le business model est viable. Forcément. Et donc, quelles sont les entreprises concernées? Vous avez en abscisse donc la trésorerie, hein, donc plus vous êtes à droite et en haut, plus votre trésorerie a augmenté, et en ordonnée, vous avez l'évolution de l'endettement. Plus vous êtes en haut, plus votre endettement a augmenté, et plus vous êtes en bas, plus votre endettement a diminué. Ce qui nous intéresse, évidemment, compte tenu de ça, vous l'imaginez,
imaginez, c'est le petit cadran en haut à gauche. Quelles sont les entreprises qui, à la fois, ont cumulé une augmentation de l'endettement, PGE ou pas? Si elles ont du PGE, c'est en vert, mais vous voyez que c'est relativement, enfin, la proportion est relativement limitée par rapport au point rouge juste en bas, où les entreprises n'ont pas bénéficié, n'ont pas demandé le PGE. Donc, elles cumulent à la fois une augmentation de l'endettement et une diminution de la trésorerie. Et ça, c'est difficile à voir, mais grosso modo, ça fait 14% des entreprises pour lesquelles on a une attention toute particulière donc, pour les accompagner et qui auront besoin, visiblement, d'un renforcement de la structure. Sur ce point-là, Jean-Christophe, je voudrais faire réagir sur deux choses. Je pense que vous êtes comme moi, nos banquiers nous appellent en disant « Que faites-vous de votre PGE » Nous, dans le transport, parce qu'on a aussi un rôle syndical, on conseille de surtout ne remboursez pas le PGE, prenez le temps de le rembourser. C'est le premier point sur lequel je voudrais que tu réagisses, c'est-à-dire quelle attitude on doit avoir par rapport à ce PGE, parce que j'entends dans les chiffres que finalement 37% des entreprises ont conservé leur PGE en cash. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait de notre PGE? Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais te faire réagir, et je le dis en regardant un ami à moi, quand tu vas dans les tribunaux de commerce, Jean-Christophe, les tribunaux de commerce se disent il s'est passé quelque chose, effectivement, parce que le quoi qu'il en coûte, et ça il faut le reconnaître, le gouvernement a fait le job pendant cette période de confinement, et la conséquence en est qu'il y a encore beaucoup d'entreprises, ou en tout cas, le chiffre des défaillances des entreprises est anormalement bas. Donc, je voudrais avoir ta réaction sur ces deux points-là. PGE, qu'est-ce que je dois en faire dans nos boutiques? Comment tu vois les choses? Et deux, dans les tribunaux de commerce, pour l'instant, la défaillance normale des entreprises n'est toujours pas là. Ce qui fait qu'effectivement, le gouvernement a clairement pris le relais, peut-être d'entreprises qui, avant l'entrée dans le confinement, étaient déjà pas très en forme. Comment tu réagis sur ces deux points? Alors sur les deux points, le premier, les PGE, donc si on est sur le local, pardon, j'empiète sur le... Non, mais on peut réagir aussi. Oui, tu peux réagir. Eric, on a constaté, donc on ne tient pas de statistiques précises, mais pour en parler avec les collègues du comité des banques, grosso modo, 80% des entreprises localement ont décidé donc de ne pas rembourser immédiatement. Après, il peut y avoir effectivement déjà des échéanciers qui sont prévus. Donc, le conseil qui a été donné a été suivi de manière très significative. Nous, ce qu'on dit, c'est attention, on achète du temps. Le temps est nécessaire puisqu'effectivement il y a l'effet sortie de crise, on se donne un an de bouffée d'oxygène pour repartir en niveau d'activité et nous l'espérons en marge et donc en capacité de remboursement, mais à partir de mars l'année prochaine, un premier remboursement des PGE qui auront été accordés 2 ans auparavant, effectivement il va falloir trouver une solution de ce côté-là. Ce qui m'amène d'ailleurs à la deuxième question, donc tout à fait fondamentale, qui est, grosso modo, est-ce que nous attendons un tsunami des défaillances ou pas, et comment ça risque de se passer. Alors la Banque de France fait partie de ceux qui considèrent qu'il y aura un effet rattrapage inéluctable, pour faire ce qu'on vient d'expliquer à l'instant, qui est en sortie de crise, forcément les établissements de crédit vont reprendre les conditions d'octroi de crédit habituelles et normales. Autrement dit, pour le PGE, peut-être vous l'avez en tête, hein, le taux de refus 2,9%, c'est-à-dire quasi rien. La moitié de ces 2,9% sont passés par la médiation du crédit et dans un cas sur deux, elles l'ont eu. Donc on voit bien que c'est epsilon. Ce qui va se passer l'année prochaine, évidemment, ça va être tout autre. Donc, il faut s'attendre effectivement à un effet rattrapage. Si vous permettez, puisqu'on est dans la région, je vais vous donner peut-être juste 2-3 chiffres éclairants qui peut-être peuvent vous donner un ordre d'idée. Dans le haut du cycle, préalablement donc à notre crise, hein, 2018-2019, dans la région, nous avions tout confondu environ 5000 défaillances. Donc nous, on les suit forcément pour des fins de cotation. Sur l'année glissante, donc mars 2020, début de la crise, mars début et mars 21,
on est descendu dans ce flux à 3400 défaillances d'entreprises. Depuis mars, on est tombé encore à 3200. Donc on voit bien qu'effectivement, la trésorerie globale des entreprises, modèle bon ou pas bon, mais en tout cas, pour le moment, le fait d'avoir... C'est sûr qu'il peut y avoir des cas difficiles, mais en moyenne, plutôt pas ou toujours peu de défaillances. La difficulté, c'est que à partir donc du printemps l'année prochaine, l'effet rattrapage, tout le monde aura fait le calcul, hein, c'est 1800 entreprises. Statistiquement, 1800 entreprises qui auraient dû, je ne sais pas comment m'exprimer, mais enfin, statistiquement, ont déposé le bilan. Alors peut-être que certains se seront refait un peu la santé, etc. Bon, admettons 1500, mais lorsque vous allez avoir 1500 entreprises qui, au bout d'un moment, vont se dire, ben, je ne peux rien faire d'autre que d'aller voir le président des tribunaux de commerce, ça va faire tout de suite de la masse. Alors que ce n'est qu'un effet rattrapage pour Je pense que certaines personnes pourront réagir à la suite de cette table ronde, mais c'est un indicateur qui est important parce que malgré tout, c'est peut-être quelque chose qu'on a oublié, mais qui est une tendance de l'économie malgré tout qui est là, qu'elle soit d'ailleurs nationale ou régionale. Jean-Christophe, est-ce qu'on passe sur Eric? Maintenant, on vient zoomer sur la partie nationale? Régional, oui. Régional, pardon. Pour le national, oui, on peut juste terminer en disant que, juste la slide précédente, c'est que, je crois que c'est le quatrième enjeu que j'ai, ou troisième enjeu que j'ai indiqué tout à l'heure. Vous le voyez, on observe bien dans la première ligne que nos prévisions d'évolution du PIB, cette fois-ci France, 6,3, 3,7, 1,9. Autant les prévisions 2021 ont été révisées à la hausse avec un effet premier semestre hyper important et un effet second semestre plutôt un peu moins fort, qu'on voit effectivement ensuite se traduire en 2022 par une croissance de 3,7. On était à 4 la précédente fois, et ensuite donc la précédente prévision, et en 2023 1,9. Donc on se rapproche assez rapidement à nouveau de notre potentiel de croissance qui est de l'ordre de 1,3 si on veut être gentil, 1,5. Donc effectivement, d'où l'intérêt de ce qu'on évoquait tout à l'heure, poursuivre un certain nombre de réformes structurelles hein, sur le marché de l'emploi, sur l'équilibre offre et demande, sur la manière dont l'épargne de nos concitoyens peut et doit être redirigée vers la consommation et les fonds propres des entreprises. Donc effectivement, une petite pas alerte, mais en tout cas une évolution qui nous fait dire on retombera quand même assez rapidement dans nos... Deux commentaires que je fais, je ne sais pas si vous les partagez, et on pourra d'ailleurs les débattre avec Jean-Christophe et Eric. Ce tableau est très intéressant parce qu'on voit qu'effectivement on se rapproche d'un taux de croissance qui est devenu le nôtre, hein, qui est celui-là à partir de 2023 dans tes prévisions. Et je vais mettre deux choses en contraste. Une élection allemande que finalement, je vais le dire comme ça, vous allez pouvoir agir, personne ne suit, pour ne pas dire plus, alors que ça peut avoir des conséquences très directes sur ce qu'on peut potentiellement en termes de croissance connaître dans nos boutiques, parce que finalement l'accord d'endettement européen qu'on a su aller chercher, je ne suis pas du tout sûr que la nouvelle coalition qui est en train de se construire en Allemagne va vraiment dire ce genre de choses. Le premier jet que je mets comme ça. Et la deuxième chose, vous l'avez forcément suivi, on est rentré dans des périodes d'élections, et je ne sais pas si vous l'avez vu, PLFFS 2022, hein, le gouvernement est en train de construire son budget 2022. Et il y a plusieurs questions autour du PLFFS, y compris les 11 instances qui s'interrogent sur un certain nombre de chiffres. Donc, je pense qu'effectivement, il ne faut pas perdre ce genre de choses en tête, et c'est intéressant de les mettre en regard de ce tableau des points clés de la projection. Jean-Christophe, merci. Eric, on enchaîne sur toi. L'idée maintenant, c'est d'être régional et d'avoir toujours ce petit échange. Tout à fait. L'idée, c'est d'apporter un éclairage pour justement les entreprises locales. Donc tout d'abord en se basant déjà sur un état des lieux, le constat que l'on fait par rapport à une activité jugée normale. Donc avec le titre « L'économie régionale se rapproche de son niveau d'avant-crise », on va le voir sur la slide suivante, un petit peu l'état des lieux, puisque bon, rappelons-le, la majeure partie des entreprises sont sur le secteur marchand, et c'est vrai que ce que l'on a observé depuis mars 2020,
Alors, juste pour votre information, initialement, nous utilisions l'indicateur synthétique mensuel d'activité. Donc, c'était un indicateur par rapport à un ressenti. Et là, depuis avril 2020, nous avons mis ce taux d'activité. Et on peut voir que dans les services marchands, à fin août, nous sommes aux alentours de 90%. Donc 10 points en deçà d'une activité jugée normale. Et on a les effets notamment de la crise sanitaire du premier semestre, et donc forcément qui impactent les entreprises de services de la région. S'agissant de l'industrie, ce qu'on a observé, c'est quand même depuis mai 2020, il y a un redémarrage qui s'est initié, on peut le voir sur la courbe, depuis la fin du premier confinement au niveau de l'industrie, même s'il y a eu quelques plats, globalement une industrie qui est positive et qui a une demande qui évolue aussi bien à l'international qu'au niveau national. Et on le voit sur la situation des carnets de commandes, puisque on a une comparaison à partir de 2017, donc on voit qu'on est vraiment au plus haut. Alors bien évidemment, hein, on a tous en tête mars 2020, mais au-delà de ça, c'est voilà, le redémarrage, ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau de l'économie mondiale, eh bien, ça se confirme également dans l'économie régionale. Et ce qui est important aussi, comme vous pouvez le voir toujours sur ce même graphique de la situation des carnets et des stocks, eh bien, on a des stocks qui, en fait, sur une certaine période, sur les 6 derniers mois, étaient jugés relativement bas et on revient à la normale. Alors, c'est un peu en opposition parce que la problématique de l'approvisionnement est bel et bien présente, mais il y a aussi d'autres problématiques qui sont là, l'énergie aussi qu'il faut prendre en considération, et que quand bien même la production pourra être présente, la problématique de l'énergie, elle aura un impact sur les marges. Je me permets de te faire zoomer, Eric, sur l'industrie. Vous l'avez peut-être lu, je lisais ce matin dans une presse nationale qui font des enquêtes de climat des affaires. Donc là, nous, on essaye aussi, alors c'est important d'avoir ce coup de rétroviseur, mais c'est important d'essayer de se projeter. Et je voyais dans ce climat des affaires, je ne sais pas si vous avez vu, que les industriels, justement, ont un climat des affaires qui, pour la fin d'année et l'année 2022, sera peut-être pas si simple que ça. Tu le disais toi-même, difficulté d'appro, le prix de l'énergie, hein, ce sont des sujets dont on parle tous les jours, mais on va avoir un vrai sujet sur le prix de l'énergie. Et comment tu sens ça sur le plan régional? Parce que oui, l'industrie a redémarré, elle est dynamique, c'est indiscutable. Quand on voit ce climat des affaires, alors certes, ce climat des affaires était national, donc j'ai besoin que tu me ramènes dans l'échelon régional. Les patrons industriels se disent « Ok, on a redémarré, ok, ça tourne, c'est clair, mais attention, le prix de l'énergie, gaz, électricité, qu'est-ce que tu sens régionalement ?» Eh bien, en fait, ce qu'on a observé, et ça, on l'a mentionné à plusieurs reprises dans l'ensemble des enquêtes sur les 6 derniers mois, progression du prix des matières premières, mais avec une répercussion partielle. Donc, sur les clients, tu veux dire? Tout à fait. Et donc, ce qui va se passer, c'est que globalement, les carnets sont là, la demande est présente de toute façon, et il y a la production à mener. Alors, oui, il peut y avoir un risque en matière d'approvisionnement, dans certaines activités, notamment de pointe aussi, où là, bien, il y a des tensions, elles sont perceptibles, mais en même temps, l'impact principal va être sur les marges. Et puis, bien sûr, c'est la variable inconnue aussi, puisqu'on sait très bien que la problématique de l'énergie, là, sur les derniers articles en la matière, a priori, ça pourrait perdurer jusqu'à la fin de l'hiver. Donc, il y a un attentisme et une vigilance à porter sur ces aspects. À l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, l'optimisme affiché de la progression industrielle est présente sous réserve de. On peut ajouter par rapport à ça que on le voit sur le graphique du milieu, donc la courbe bleue qui est la perception des carnets de commandes. Sur la fin de la courbe, on voit bien qu'il y a un atterrissage. On utilise quelquefois les marges d'escalier pour dire finalement comment on s'en est sorti. On était au 100e étage, on est tombé au 70e étage en mars 2020. On est remonté quand même très rapidement aux alentours de 90-92, et puis ensuite sur le premier semestre, on continuait de monter entre une et deux marches par mois, et là, ce qu'on annonce, la Banque de France l'a dit, c'est le cas également dans la région, on commence à parler de demi-marche. Donc effectivement, pour septembre, c'est à demi-point, on va être à 99,5, donc vous voyez, on commence déjà à dire, finalement, voilà, c'est très bien, les courbes sont toujours favorablement orientées, mais les arbres ne grimpent pas au ciel. Et donc, ce qui vient aussi confirmer justement le carnet très haut aussi, c'est la sollicitation des capacités
de production, puisque comme on le voit, vous avez la moyenne de longue période qui se situe aux alentours de 82% de sollicitations. Et en général, on estime que lorsque le taux d'utilisation des capacités dépasse cette moyenne de longue période, eh bien, c'est propice à des investissements. Et notamment pour répondre à la demande, et c'est un point qu'on va voir justement sur la slide suivante, où là, je vais vous présenter les perspectives qui nous ont été annoncées donc, pour la fin de l'année auprès du panel des chefs d'entreprise que nous avons interrogés. Donc, au niveau de la progression d'activité, plus 6,2, avec un taux d'export aux alentours d'une progression de 5,1%, donc en cohérence, ça c'était en début d'année, et vous voyez en fait surtout qu'en septembre 2021, en fait, le redémarrage est beaucoup plus fort que celui qui était annoncé initialement, 13% et 6,9%. Si je regarde la partie investissement, 7,5% en janvier, 39% en septembre. Et en matière d'emploi, une légère progression et aux alentours de 0,7 donc à septembre 2021 pour l'horizon, enfin sur l'année entière. Donc ça veut dire que finalement, si je me place du côté de l'entreprise, on a forcément, parce qu'il faut qu'on continue à se développer, à innover, l'enjeu d'investissement est majeur. Tout à fait. Donc ça veut dire que dans la région, finalement, dans la tendance positive que décrivait Jean-Christophe, je constate aussi dans la région des entreprises qui investissent. Et donc ça, forcément, c'est un signal intéressant, à la fois pour le futur de nos boutiques, mais aussi pour l'emploi. Tout à fait. Et moi, je voulais revenir sur ce point parce que 39%, je ne sais pas, peut-être que certains, justement, ça peut porter à une interrogation. Il s'est trompé. Il s'est trompé, ou il a mal travaillé ses données. Non. Derrière, il faut y voir une concentration d'entreprises et dans des secteurs aussi identifiés, et notamment la pétrochimie ou des industries spécialisées de la région qui ont un poids important également, qui ont avancé leur calendrier d'investissement pour des objectifs et des raisons stratégiques. Alors déjà, la forte demande, donc il faut répondre dans les temps, mais aussi certains investissements permettent de se prémunir de ruptures éventuelles d'approvisionnement qui pourraient intervenir. Alors, je ne rentre pas plus dans le détail, mais en tout cas, c'est ce qui vient booster ce chiffre d'investissement. Maintenant, j'ai aussi mené un retraitement pour avoir une vision, on va dire, hors ces secteurs qui représentent quand même un poids important, et c'est pour ça que j'ai laissé la donnée, sinon on est aux alentours de 8%. Tout à l'heure, dans le tableau précédent de Jean-Christophe, on avait une progression des investissements de plus 12,9% des entreprises en France. Moi, justement, en laissant ces fameux 39% et l'ensemble des secteurs que l'on va analyser aujourd'hui, au global, nous sommes sur une progression dans la région, sur notre panel, de plus 16,9%. Ça veut dire qu'on va plus vite que le territoire français en termes d'investissement. Tout à fait. Et ça s'explique aussi par les particularités aussi de l'industrie, notamment. Donc voilà pour la partie industrielle. État des lieux, s'il vous plaît, des services marchands. Donc là, on a une situation un peu plus hétérogène, et pour les raisons dont on sait, donc le confinement, le déconfinement. Voilà. Après, il y a forcément une tension voilà, en matière de services, forcément, qui, certes, il y a eu des démarrages, des signaux positifs, mais qui, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, eh bien, amène aujourd'hui plutôt à une stabilité sur les 2 derniers mois, et ce qui est projeté notamment pour le mois de septembre. Donc en termes de projection, voilà ce que ça donne. On a également ce phénomène de progression. On passe de 7% annoncé en début d'année sur 11% donc de progression d'activité au mois de septembre. Mais derrière, il ne faut pas oublier qu'on a eu une plus forte baisse l'année précédente et on est aux alentours de 90% par rapport à un taux d'activité jugé normal. Donc, c'est un premier point sur lequel déjà des signaux, on va dire, encourageants, mais néanmoins, sur la partie service, il y a encore une attente en ce sens. Sur la partie des investissements, donc là, on a une diminution des investissements, alors, qui est jugée sur notre dernière enquête de façon moindre que ce qui a été annoncé en début d'année. Et là, la concentration justement du manque d'investissement, c'est surtout les entreprises qui sont en lien avec l'économie du tourisme ou aussi de l'événementiel. Forcément, je ne vais pas vous rentrer plus dans le détail, on devine bien que la période n'a pas été la plus propice au déroulement de ce type d'événement. En termes d'emploi, donc on a une progression d'ensemble, donc là notamment aussi forcément pour faire face aux différents pics, mais à resituer aussi avec la problématique qu'on a évoquée tout à l'heure du recrutement dans certains secteurs.
faut déjà dire que cette baisse d'investissement qu'on constate dans les services, donc c'est quand même très marqué par rapport à l'industrie qui est plutôt même en avance par rapport au territoire français. C'est comme tu le dis, les secteurs qui ont été terriblement impactés dans cette crise, c'est-à-dire tourisme, culture, c'est ceux-là qu'il faut que forcément les perspectives d'investissement baissent. On est bien d'accord. Tout à fait. Ok. Alors, on va passer à la construction. Oui. Donc, pareil, hein, on a la construction. Alors là, on a un phénomène qu'on a observé depuis la fin du deuxième trimestre. C'est justement, on avait annoncé initialement en début d'année, une construction qui revient à la normale dans son ensemble. Mais ce qu'on a observé aussi, à l'inverse, depuis ces derniers trimestres, eh bien, c'est le gros œuvre et le second œuvre qui, eux, se portent relativement bien, mais en même temps, un fléchissement dans la perspective des travaux publics. Donc, qui peut avoir plusieurs origines. On le voit dans certaines données qui ont été publiées sur les commandes publiques, une diminution de la prise des commandes publiques, qui peuvent aussi avoir un impact. Et puis, ne l'oublions pas, durant la période où le pic était au plus bas, il y avait aussi une rupture de la demande, dans la mesure où, de toute façon, il ne pouvait pas y avoir d'accord de nouveaux permis de construire. Et donc, tout cela a généré une inertie. Donc, le pic qu'on voit repartir est lié à l'effet rattrapage des chantiers qui étaient en cours ou qui devaient se terminer. Mais on a ce phénomène où il y a eu l'absence de nouveaux chantiers en démarrage. Et donc, l'avenir va nous... Voilà, on est vigilant sur ce sujet. Mais globalement, si on regarde les perspectives, eh bien, on voit justement cet impact de travaux publics, puisqu'initialement, on était parti sur plus 5,1% de progression d'activité. Et là, justement, un léger fléchissement, mais qui reste positif à 2,3%. Un repli au niveau des investissements, qui s'explique pour les mêmes raisons que je vous ai évoquées. Et puis, une progression de l'emploi qui est proche de 1%. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation régionale. On n'hésitera pas effectivement à prendre vos questions spécifiquement. Si on affine le zoom au niveau de la métropole, Maurice, comment est-ce que tu qualifierais à la fois le ressenti des chefs d'entreprise par rapport à cet environnement global qui a été explicité? Ils sont plus optimistes, moins optimistes? Comment est-ce que... Un exercice de synthèse. Oui. J'ai envie de vous dire plusieurs choses. D'abord, on sort de cette métropole, mais finalement, comme dans notre économie nationale comme régionale, on a accumulé les trimestres de baisse et les trimestres de perte. Et aujourd'hui, très clairement, on peut dire que sur la métropole, la reprise est là. C'est indiscutable. La reprise est là. En même temps, c'est ça toute la difficulté de ces exercices de conjoncture. Si on dit globalement la reprise est là, on a quand même des secteurs qui sont les secteurs, Eric a commencé à les zoomer, les secteurs touristiques, mais moi je parlais aussi du café, hôtel, restaurant, qui à ce stade n'ont pas encore retrouvé ces fameuses jauges, ces fameux niveaux, ces niveaux d'activité qu'ils ont connus avant la Covid. Et on voit bien là que, certes, nos tendances, j'ai envie de dire, de consommation ont changé, et donc il va falloir certainement, y compris d'ailleurs dans le milieu culturel, dans les milieux de café, hôtel, restaurant, changer peut-être aussi nos modèles économiques. Donc, ce qu'on pourrait dire sur le niveau d'activité, c'est que clairement, la reprise est là, c'est clair. On a des secteurs qui vont bien et on a malgré tout des secteurs sur lesquels il faut rester en vigilance. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te posais la question notamment des PGE et de qu'est-ce qui va se passer sur les taux d'intérêt, parce que mécaniquement, ces entreprises-là vont être directement... Après, tu me posais la question, comment vont les chefs d'entreprise? Qu'est-ce que disent les chefs d'entreprise? Je vais vous dire trois choses. Première chose, les chefs d'entreprise, et ça, ils l'ont dit, y compris pendant la période de Covid, ils ont confiance dans leur entreprise. C'est-à-dire que quand vous interrogez le chef d'entreprise, quel que soit le secteur, il dit « j'ai confiance dans mon entreprise, j'ai confiance dans mes équipes, j'ai confiance dans mon modèle économique ». Ce qui a bougé effectivement dans cette période qu'on vit, Covid puis après Covid, c'est parce qu'on interroge aussi les chefs métropolitains là-dessus, c'est comment vous ressentez la métropole. Vous savez que le monde économique s'est battu pour que cette métropole soit là, il est indispensable à la réussite de nos boutiques. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que cet aspect métropolitain, il a progressé pendant qu'on sortait du Covid. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est une bonne nouvelle. Les chefs d'entreprise, ils ont confiance en leur boutique et l'image positive de la métropole est revenue à des niveaux avant Covid. Donc ça, c'est une très bonne chose.
il y a une chose qu'il faut malgré tout pas perdre de vue, c'est ce que vous disiez tous les deux. Quand on était en plein Covid, quand vous interrogez les chefs d'entreprise, ils vous disaient tout de suite « j'ai des problèmes de carnet de commande, j'ai des problèmes de cash, j'ai des problèmes de marge ». Bon, tout de suite. Et donc, PGE, l'État a joué son rôle, c'est indiscutable. Maintenant, quand vous revenez dans les boutiques, le problème du cash n'est pas forcément le problème qui ressort, parce que le cash est là, tu l'as dit toi-même. Le problème qui revient, c'est ce qu'on dit, c'est notamment les problèmes de recrutement et les problèmes de matières premières. J'ai envie de dire qu'on a quand même une particularité ici sur cette métropole et sur ce territoire, et d'ailleurs notamment d'Aix, j'en fais partie, c'est qu'on est plutôt de la TPE-PME. Et qui dit TPE-PME, ça veut dire que quand on a ces sujets d'approvisionnement avec le prix des matières premières, quand on a ces sujets de recrutement où on a du mal à recruter, eh ben c'est vrai qu'on est quelquefois beaucoup plus impacté ou plus impacté que ne pourrait être le grand groupe. Je vous donne un exemple. C'est vrai que quand, par exemple, on est dans des activités, si je prends la mienne dans une activité de transport où on a besoin effectivement de recruter parce que le transport est reparti à la hausse, hein, très clairement, on a beaucoup de mal à trouver les compétences. Et c'est vrai que les TPE-PME que nous sommes, il faut absolument qu'on arrive à innover dans la façon dont on recrute. J'ai pas peur de le dire, hein. C'est vrai qu'on avait l'habitude, je le dis, je pense que je parle pour l'essentiel des TPE-PME, on était plutôt dans un recrutement que je vais qualifier de passif, c'est-à-dire je reste derrière mon bureau, j'attends les CV, et a priori je vais réussir à faire parler offre et demande. Et aujourd'hui, c'est plus possible. On voit bien qu'il y a des tensions sur certains métiers. Je ne sais pas si vous avez vu, Elisabeth Borne, elle a sorti un rapport où elle voit des métiers en tension, et certains métiers sont en tension, et ça veut dire que pour nous, TPE-PME notamment, puisque c'est quand même l'essentiel des entreprises sur ce territoire, il va falloir qu'on recrute autrement. Alors vous allez me dire, Maurice, ça veut dire quoi recruter autrement? Je pense que ça veut dire qu'il faut qu'on innove dans notre recrutement. Peut-être qu'il faut qu'on sorte de nos bureaux, qu'on aille voir un peu plus les écoles que ce qu'on faisait jusqu'ici. Il faut qu'on fasse davantage confiance à l'alternance que ce qu'on faisait jusqu'ici. J'ai pas peur de le dire, hein, des grandes entreprises savent prendre ces sujets-là, nos petites entreprises ont beaucoup plus de mal que ça. J'ai pas peur de le dire aussi parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, des solutions de sourcing. Quand vous rencontrez des grandes boîtes, ils ont des solutions de recrutement où ils ont mis en œuvre des vraies solutions de sourcing. À nous aussi, TPE-PME, d'aller chercher cette nouvelle. Donc tu vois, on a clairement une économie métropolitaine qui a redémarré, café, hôtel, restaurant, culture, un sujet. C'est vrai qu'il va falloir être très, très précautionneux, et notamment le partenaire bancaire va avoir un rôle majeur. On a une belle perspective parce qu'ils ont un sentiment très positif sur la métropole et sur leur entreprise, mais quelque chose qui s'amoncelle sont là aussi. Je voudrais d'ailleurs réagir sur deux points par rapport à ce que tu dis. Le premier, donc un des enjeux de nos entreprises, mais aussi des TPE, va être l'évolution de leur processus. Tu as parlé du processus RH des recrutements. Est-ce que tu peux nous dire si nos entreprises de la métropole sont sensibilisées par la digitalisation, la numérisation? Est-ce que vous sentez quelque chose de ce côté-là? Et deuxième type de question, on a vu tout à l'heure au niveau régional que pour ce qui concernait les services marchands d'une manière générale, il y avait eu plutôt une augmentation plus importante que ce qui était prévu. Est-ce que tu as le sentiment que, à la faveur d'un été plutôt favorable, les entreprises ont pu renouveler un peu leurs commandes et en tout cas dans ces services marchands et leur chiffre d'affaires pour sauver l'année, si j'ose dire? Alors, je vais faire une réponse contrastée. Là où tu as raison, c'est quand effectivement on regarde nos entreprises métropolitaines, on a des entreprises qui sont reparties à investir. C'est très clairement, l'activité est repartie et donc les entreprises réinvestissent. Donc c'est indiscutable, dans l'industrie, tu as ce genre de choses, les entreprises réinvestissent, c'est une très bonne chose et donc elles vont remplacer leur outil de production, c'est indiscutable. Et d'ailleurs, je voyais quelques chefs d'entreprise ces derniers jours qui me disaient qu'ils vont peut-être même accélérer leur process d'investissement compte tenu d'une politique de taux qu'ils voient peut-être bouger dans les mois, dans les trimestres ou dans les semestres à venir. Et donc là, ça peut être, à mon sens, notamment dans l'industrie, de l'investissement supplémentaire qui va arriver, donc des besoins qui vont arriver auprès de nos partenaires bancaires, parce que les entreprises lisent cet effet d'inflation qui pourrait se retrouver, entre guillemets, percuté dans leurs relations bancaires. C'est indiscutable. Et donc, véritablement, on investit. Dans les services, c'est exactement ce qu'a dit Eric. On a des secteurs qui sont clairement décrochés et qui sont plutôt en attente de ce qui va se passer. Le café, hôtel, restaurant, même si je pense qu'on a tous assisté à des terrasses bondées, c'est indiscutable. Quand vous voyez, même s'il y a certaines très belles réussites, vous avez notamment sur ces cafés, l'hôtel, restaurant,
une concurrence de plus en plus importante, c'est-à-dire, je parle pour notre métropole, il y a énormément de nouveaux restaurants, de nouveaux cafés à thème, de nouvelles choses qui se sont mises en œuvre, et donc concrètement une concurrence supplémentaire, et donc des chefs d'entreprise qui sont plutôt en attente de se dire est-ce que je dois investir, est-ce que je vais investir, parce que là, alors c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais le gouvernement a clairement mis fin au fameux quoi qu'il en coûte. Je pense que c'est une très bonne chose, mais en même temps, il dit, et c'est aussi une très bonne chose, qu'il va pour certaines activités continuer à faire du sur-mesure. Et ça, c'est aussi important, il va falloir qu'on soit extrêmement attentif, notamment sur ces sujets café, hôtel, restaurant, parce que là, on va peut-être encore avoir du sur-mesure. Est-ce que tu sens les entreprises de la métropole inquiètes de cet arrêt progressif des aides, et est-ce que ça entame leur morale et finalement, quelles sont leurs prévisions pour cette fin d'année? Moi, je le disais, mais je pense que tous les gens qui sont dans la salle vont partager mes propos. Les chefs d'entreprise ne sont pas là pour être aidés. Les chefs d'entreprise, ils sont là pour faire leur business, pour vendre, etc. Et les chefs d'entreprise, honnêtement, ils ont parfaitement compris que le quoi qu'il en coûte n'était plus possible, pour d'ailleurs toutes les conséquences que ça crée, dans notre économie française globalement. Et ils s'attachent, et le gouvernement s'y attelle, donc c'est à nous d'être vigilants, ils s'attachent au fait qu'on va aller et qu'on est rentré dans du cousu humain. Donc honnêtement, comme je te le disais, j'ai des chefs d'entreprise qui continuent à avoir confiance dans leur boutique. Le quoi qu'il en coûte qui s'arrête, c'est normal, c'est même au contraire le signe que la vie normale reprend. Et en plus, puisqu'on est métropolitain ici, puisqu'on est sur le territoire d'Aix ici, les gens ont confiance dans leur territoire et dans leur perspective de territoire dynamique qui va, je l'espère, continuer. Donc pas d'inquiétude, honnêtement, sur ces aides gouvernementales, pas d'inquiétude. Et si en quelques qualificatifs, tu devais résumer la situation métropolitaine, du coup, tu dirais quoi? Quelles sont les principales caractéristiques? On a clairement une reprise qui est là. Tu me parlais du quoi qu'il en coûte, qui doit passer du quoi qu'il en coûte à un coût humain. On a des secteurs, notamment café, hôtel, restaurant, commerce du détail, où il va falloir être très vigilant. Et donc le coût humain a énormément de sens. Le troisième trimestre, alors on est déjà dans notre troisième trimestre, si on pousse dans ce deuxième semestre 2021, on a des perspectives et des entrepreneurs, des patrons-patronnes qui ont confiance dans leur entreprise et dans leur modèle. Et même si c'est peut-être encore un peu plus précis sur certaines activités, je vais zoomer dans l'industrie, on a clairement des inquiétudes sur les appros et, comme le disait très bien Eric, le prix des matières premières, gaz, électricité qui monte. Et d'ailleurs, c'est dans l'industrie, dans le service, un vrai sujet sur le recrutement. Honnêtement, on est, je ne le dis pas ici, mais vous le savez, on est dans une espèce de situation complètement anormale où, je ne sais pas si je dis le bon chiffre, vous me corrigez, je crois que rien que sur Pôle emploi, on a dépassé le million d'offres. Et en même temps, on a les chiffres de chômage que l'on a. Donc on voit bien qu'on a à la fois un problème d'offre et de la demande, et qui, à mon avis, s'est accentué, s'est complexifié par le fait que dans certains secteurs, alors le mien comme le transport, mais aussi des enjeux d'hôtel-restaurant, les gens, quand ils sont sortis du Covid, peut-être pour certains, n'avaient plus forcément envie de reprendre une vie comme on connaît. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, je voyais il y a quelques jours de ça, un des patrons de l'UMI qui commence à chercher des solutions pour que ces métiers fassent venir des gens, soient attractifs pour les gens, parce que les gens ont changé de façon de faire. Et donc, oui, j'ai envie de dire métropolitain, la métropole a redémarré, elle est en reprise, c'est une très bonne chose, les patrons ont confiance. Mais malgré tout, on a ces sujets-là qu'il va falloir gérer, il va falloir s'y atteler, parce que, notamment dans le recrutement, on a en plus un changement comportemental qui est là. Vigilance. D'où ce qu'on indiquait tout à l'heure collectivement sur la nécessité de poursuivre nos réformes structurelles. Nous avons souhaité également laisser un temps d'échange très important avec vous-même, soit par le feed, je ne sais jamais comment on dit, le chat, le bandeau de messages. Le bandeau de messages, merci monsieur. Ou avec les acteurs de la salle, je ne sais pas qui est-ce qui souhaiterait commencer. Tribunal de commerce, donc peut-être avoir un petit Charles-Alain pour un petit zoom sur ce qui se passe. Est-ce que ce qu'on a dit, tu le vis tous les jours?
D'abord, je ne le vis plus puisque je ne suis plus. Je sais bien, mais on est tellement proche que... Donc, fermez-moi. Permets-moi. Mais donc, sur le plan de... Je suis toujours donc président de la région de la conférence. Ce qu'on remarque dans notre commerce, c'est ce que vous avez dit, tout à fait. Ce qu'on note, plutôt qu'on remarque, ce qu'on note, c'est que les dépôts de bilan restent bas. Hein, c'est-à-dire, alors on va dire autrement, les déclarations de cessation de paiement restent bas en termes de demande d'enregistrement auprès de la juridiction. Les entreprises qui déclarent en cessation de paiement sont encore plus exsangues qu'avant la fermeture administrative de l'État du pays lié au Covid. Hein, c'est-à-dire qu'elles n'ont rien et le plus souvent, on va vers une liquidation. Ça, c'est clair. Il y a un autre indicateur qui me plaisait, qui m'aurait pu donner aussi, c'est celui puisqu'on a parlé d'investissement. Hein, donc, moi, dans ces cas-là, je regarde en fait pour les investissements, pour avoir une idée en termes de tout ce qui est nantissement. Hein, c'est ça qui donne un petit peu la température dans les inscriptions de sûreté mobilière. Elles sont toujours de moins 44% quand même. Au 30 janvier 2021 par rapport au 30 janvier 2020. Ce qui laisserait à supposer, m'accuserait, qu'on soit donc pas dans la tendance qui a été donnée. L'investissement donc dans l'industrie, oui. Donc là, on a au tribunal de commerce, donc on enregistre surtout donc les TPE, les PME, etc., puisqu'elles représentent 85%, voire 80% du nombre d'entreprises immatriculées. Mais on est à moins 44%. Et l'élément positif, il en faut. L'espérance nous appartient, à nous les entrepreneurs, c'est que le nombre d'immatriculations de sociétés a largement augmenté. Donc on est dans un process de création d'entreprise qui est important, puisque on fait quand même 60%, on fait bien la moitié de plus, quoi. Donc, conséquences, perspectives, si je pouvais tenter d'en avoir quelques-unes. Et encore une fois, en toute humilité, hein, c'est pas le chef de juridiction, c'est l'entrepreneur, hein, qui parle. Oui, les mandats de prévention ont chuté. Les mandats de prévention aussi sont quasi inexistants. Alors que le mandat de prévention, c'était l'outil magique, hein, les articles magnifiques, les pépites donc, du Code de commerce créé par le législateur, pratiquement plus. C'est, je pense, l'effet PGE. Qui a pu compenser. Alors, quelques constats et craintes. Le premier, c'est que moi, je ne parlerai pas de reprise, quand même. On a eu un arrêt d'activité. On complète. C'était pas une crise économique, c'était une vraie crise sanitaire. Je suis désolé, hein. On est dans une fermeture administrative des choses. Quand on ferme administrativement, donc tout s'arrête. Bon, si tout s'arrête, à un moment donné, ça reprend. Et si ça reprend, donc ça reprend en rattrapant un petit peu ce qui était arrêté. Donc, pour moi, le terme de reprise voilà. Deux constats, de réflexion plutôt. La première, c'est que l'arrêt administratif a amené le nombre de collaborateurs, non entrepreneurs, à avoir des vies différentes pendant la cessation d'activité imposée. Ces vies différentes leur ont donné de nouvelles réflexions, de nouvelles expériences de vie, et peut-être de nouvelles, comment dirais-je, envie de vivre leur propre vie. Ce qui explique peut-être les métiers en tension que nous connaissons. Je pense par exemple au chef cuisinier qui a tout le temps travaillé en tant que chef cuisinier depuis sa formation, qui n'a pas déjeuné ou soupé avec sa famille, qui a eu des horaires particuliers, etc. Si on l'arrête de travailler pendant quelques mois, il se rend compte finalement que les repas en famille, etc., tout ça, ça fonctionne aussi. Et peut-être qu'il envisage un changement professionnel, qu'il envisage une autre façon de vivre sa vie professionnelle. Là, je pense que nous, entrepreneurs, avons quelque chose à prendre en compte parce que, je ne vais pas employer des grands mots, des grands termes, mais je ne vais pas parler de changement de paradigme, mais ça risque en tout cas de généraliser une relation différente au travail. D'autant que, avant la fermeture administrative, permettez-moi, j'appelle toujours ça fermeture administrative plutôt que crise, c'est là que vous verrez. Avant la fermeture administrative, on avait déjà noté des changements de tendance.
On avait déjà noté, hein, avec les réseaux sociaux, etc. Je ne vais pas faire la tarte à la crème, mais donc. Et je pense que cet arrêt a amplifié les tendances et a poussé le comportement. Le deuxième point concerne les entrepreneurs. Je pense que les entrepreneurs avons aussi pris un peu de recul par rapport à nos engagements d'entrepreneurs, à notre engagement d'entrepreneur et à notre capacité, notre envie de vivre d'entreprise. Et donc, je me permettrai de faire une hypothèse qui s'inscrit un peu en compte par rapport à ce que vous avez dit. Je pense que ça va pousser à une inflation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, avant l'arrêt, les entreprises de la région, et je pense nationale, étaient sous-capitalisées, trésorerie tendue, avec des marges faibles. Aujourd'hui, on est faussement recapitalisé. On commence à voir les tensions et finalement, on va avoir envie de tenir des marges qui nous semblent normales. Donc je pense que dans nombre d'entreprises, on va avoir un effet de multiplicateur. C'est-à-dire que tout ce qui est dépenses d'approvisionnement, dépenses de matières premières pour celles qui ont largement augmenté, on se posait la question de savoir si l'inflation va être... Tout cela va, comment dirais-je, au nombre d'entrepreneurs, habiller le fait qu'ils augmentent aussi leurs marges. Beaucoup vont justifier du fait que le prix de la matière première est plus cher pour avoir un prix de vente plus important, mais avec un multiplicateur de marge qui sera plus important aussi. Et ça me semble décent, ça me semble normal, ça me semble sain aussi, parce que les entreprises doivent être un socle solide de l'économie, avec une capacité d'autofinancement qui se fait tous les ans, avec une marge qui doit être, etc., etc., etc. Donc, mais ce facteur-là, donc, qui, à mon sens, va être sain, va aussi tourner à une augmentation de l'inflation. Donc, on va avoir, à mon sens, une inflation plutôt durable, plutôt que non durable. Se posera à ce moment la question, et l'inquiétude qui taraude chacun des entrepreneurs, jusqu'où vont monter ces prélèvements sociaux et jusqu'où vont monter ces impôts obligatoires. Puisque là, on va se retrouver confronté on va être écartelé entre la vision, l'engagement microéconomiste de l'entrepreneur qui est la conception de sa marge, donc l'inflation, et en même temps le besoin macroéconomique de l'État et des grandes organisations qui, avec les déficits qu'elles ont, avec les trous qu'elles ont, si les taux d'intérêt se mettent à monter encore relativement à l'inflation, risque de provoquer une explosion encore plus importante que les entrepreneurs vont se retrouver dans la figure. Donc voilà, j'ai envie de dire espérance et inquiétude. Je réagis. Excusez-moi d'arrêter un peu. Je réagis à ce qu'a dit Charlin parce qu'après qu'on a rencontré le même patron de l'UMI, c'est vrai que face effectivement à ce recul compris, tu parlais du chef cuisinier, mais c'est ça, hein, le fait qu'effectivement il veut une vie autrement. Moi je vois, je ne sais pas si vous l'observez, certains, vraiment on est sur ce territoire-là, certains patrons qui ont décidé de fermer certains jours de la semaine. Parce qu'effectivement, je n'ai pas les moyens d'eux, ils sont dans des cadences qui sont assez importantes. Et donc, à ce stade, je ne dis pas que ça sera la réponse définitive, mais à ce stade, ils ont fermé, alors en l'occurrence le patron auquel je pense qui est sur ce territoire, 2 soirs par semaine. Alors que jusqu'ici, c'était plutôt du non-stop. On voit ce que vous évoquez les uns et les autres, on le voit bien quand on regarde les enquêtes liées donc à ces difficultés de recrutement. Globalement, c'est une entreprise sur 2 qui dit j'ai des difficultés telles que ça pourrait remettre en cause mes objectifs de croissance. Et pour faire simple et en chiffres ronds, dans ces 50%, c'est plutôt 25% dans l'industrie, et c'est 75% dans justement les métiers qui sont liés au style de vie, travailler le soir, le week-end, etc. Donc on voit bien qu'il faudra trouver un nouvel équilibre. Je crois qu'il y a une question, ouais, je me permets de vous la poser à Eric et toi, et c'est d'ailleurs en lien avec ce qu'a dit Charlin. Allez, je le pose brutal la question. Est-ce que ces PGE qui sont là, qui sont encore dans nos boutiques, tu disais que l'essentiel des boutiques ont décidé de payer plus tard, mais est-ce que cet effet PGE va faire, si je reprends les propos de Charles Alain, que moins d'entreprises vont se présenter au tribunal de commerce? Est-ce que je vais, grâce au PGE, ne pas reprendre le rythme de défaillance dont on parlait? Vas-y, non, mais oui, et puis je compléterai. Vas-y, Charles, bien sûr. Je me suis un peu comprendre peut-être. Non, mais c'est une question qu'on a dans le bandeau, pardon, Charles. Tu peux répondre. Hein. C'est un effet court terme, l'effet PGE. Oui, d'accord. C'était l'effet court terme. Donc le PGE est un anesthésiant.
Il va juste reculer finalement. Est un anesthésiant du constat de l'état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements s'entend, définition code de commerce, par la diminution entre l'actif disponible et le passif exigible. J'ai pas de passif exigible, injection de PGE, ça remonte, je suis plus en état de cessation de paiement. Il faut une période. Après, je vais être rattrapé par la vague. Je se passer par le fonds propre. Comment vais-je consolider et puis comment vais-je faire Une réaction côté Banque de France, j'imagine. Après, c'est vrai que c'est un sujet de toute façon qui est, sur lequel on porte une vigilance, puisque la dernière enquête que l'on a menée montre que justement, voilà, il y a un sujet sur un manque de 50 milliards de fonds propres en fait, au niveau des entreprises, et que bien évidemment, ce renforcement de fonds propres, en fonction de l'entreprise, on peut soit avoir recours par du renforcement du haut de bilan ou d'une amélioration des performances avec une capitalisation des résultats. Mais compte tenu du contexte, existant dans la crise est largement augmenté par l'attribution des PGE. Si on veut en être. oui, non, mais situation, voilà, à surveiller, on est d'accord. Vous me tendez une perche, alors je la prends, hein, messieurs. Et je sais que nos patrons le savent ici dans la salle. Le gouvernement, justement, il a mis en place des mécanismes pour renforcer ses fonds propres. Tu sais qu'en sortant de crise, souvenez-vous, on parlait quand on était en période Covid du mur de la dette et que ça allait s'écrouler. Donc ils ont mis en place ces mécanismes de renforcement de fonds propres. Je me suis un peu intéressé, j'ose vous le dire, messieurs, mais réagissez, c'est une vraie usine à gaz. Ce qui fait que nos PME, c'est impossible à monter. Donc je ne déconne pas, c'est impossible. N'hésitez pas à réagir, la volonté est bonne, mais l'exécution compliquée. Alors la difficulté donc sur le renforcement du haut de bilan est de trouver le bon équilibre entre fonds propres et capitaux liés à l'endettement. Les nouveaux instruments de sortie de crise dont tu parles ont été prêts participatifs et obligations subordonnées ont clairement été identifiés comme étant de l'endettement et que effectivement à la fois les experts comptables, les établissements de crédit dans la décision d'octroi de crédit et la Banque de France dans le cadre de son exercice de cotation dit c'est de l'endettement, une dette à vocation à se rembourser même si effectivement ça peut être du 8 ans, etc. Donc effectivement il faut trouver d'autres types d'équilibre et quand je dis d'autres types d'équilibre c'est peut-être aussi des instruments qui soient plus orientés vraiment fonds propres, fonds de retournement peut-être, même pour un certain nombre d'entreprises, on l'a vu, certaines d'entre elles peut-être vont, et c'est l'intérêt d'avoir quelques mois devant nous, vont peut-être trouver les leviers pour redresser leur business model, comme on dit. Et certaines pourraient peut-être être sauvées avec du retournement. Nous, on fait partie de ceux qui pensent que les outils, en grande majorité, existent. La difficulté, c'est de mettre le bon projet en face du bon financeur. Parce que la liquidité, on l'a, les instruments, donc on l'a. On a peut-être si vous me permettez, deux trous dans la raquette. Les fonds de retournement pour les petits tickets, ces petites entreprises qui finalement vont avoir du mal à trouver parce que c'est difficile de valoriser quelle est la sortie, on n'est pas trop sûr du business, donc ce côté. Et le financement du cycle d'exploitation pour les petites entreprises aussi. On évoquait tout à l'heure le fait que, grosso modo, tout le monde a eu son PGE. Grosso modo également, tout le monde a son financement de moyen-long terme. Nos enquêtes montrent qu'ils sont servis aux alentours de 90-95%. Mais le financement du court terme pour les très petites entreprises, on tombe à 65, quelquefois 70%. Et donc là, effectivement, on a sans doute ces deux approches, à la fois cycle d'exploitation et haut de bilan à regarder. J'ai une question qui est complexe, là, qui est arrivée sur le bandeau, je vous la fais partager et je vous la mets aussi, n'hésitez pas. Avez-vous mesuré l'arrivée des millennials? C'est quelqu'un qui t'a écouté, Charles. Avez-vous mesuré l'arrivée des millennials dans la région Aix-Marseille qui peut impacter la dynamique dans la nouvelle économie? Et donc cet effet autre façon de vivre, autre recul, comme tu disais, Charles, sur l'entreprise. Est-ce qu'on sait mesurer les impacts que ça peut avoir? Je me permets une réponse? Oui. Moi, j'ai vu deux choses. Je reprends mon exemple du restaurateur. Hein. Cet effet dont on parle millénial, c'est ça. Aujourd'hui, la réponse, c'est pas la bonne réponse, mais c'est celle qu'il a, c'est qu'il ferme 2 soirs par semaine. C'est terrible, hein, ce que je dis, mais c'est cet effet-là. Une autre chose que j'ai rencontrée, je suis dans une très grosse entreprise et effectivement, cet effet millennial fait que ces gens qui arrivent dans la boutique,
peut-être à la différence de ma génération qui avions des objectifs qui étaient des objectifs, je vais qualifier peut-être plus économiques, peut-être qu'est-ce qui m'arrive demain, sont sur des objectifs complètement différents. J'ose reprendre la parole d'un patron, là il est sur la région marseillaise, qui me disait « Des candidats s'intéressent de plus en plus à notre ambiance de travail. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? L'enjeu du sens de nos boutiques. » Et ça, concrètement, dans la question « Qu'est-ce que ça change ?» À nouveau, je me replace dans ma peau de patron de TPE-PME, ça veut dire que on va devoir articuler dans nos façons de faire des choses qui sont nouvelles. Il ne faut pas simplement qu'on explique à nos équipes simplement où on veut aller, quelle est notre stratégie, que quelquefois on a du mal à expliquer, mais qu'en plus on arrive à ce que nos équipes aient un sens dans le travail. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais il est sûr, moi je le vois, hein, quand tu interroges les chefs d'entreprise, ils ont cet effet que la personne dans le bandeau de questions a fait effet milléniaux. On y est, hein, on y est. Et c'est vrai que c'est pas facile. Je crois que, si tu permets, juste, on vous donne la parole, pour dire que on tire à minima 3 types d'enseignements pour ce nouveau normal, on appelle ça à la Banque de France, ce nouveau normal finalement, hein, qui ne doit pas être l'équivalent de ce qui se passait à ce nouveau normal. Ouais. Et on dit donc 3 enseignements minimum. Le premier, on l'a tous dit, c'est le processus RH, comment trouver un nouvel équilibre entre télétravail, présentiel, la nouvelle façon d'appréhender le sens, tu le disais à juste titre. Le second enseignement, c'est l'impérieuse nécessité de faire avancer nos processus, système d'information, numérisation, digitalisation, bref, être plus agile parce que forcément ça va encore s'accélérer. Et troisième élément, qu'est-ce qu'on peut et on doit en tirer sur la politique d'investissement de demain, le CAPEX, hein, comme disent quelquefois le chef d'entreprise, et ce sera sans doute plus tout à fait commun. Désolé, pardon. Nathalie Bureau du Colombier, Buzy News. Vous avez parlé donc de la hausse du prix des matières premières, de la flambée du prix de l'énergie, et je voulais savoir si la multiplication par 10 à minima du prix des transports a un impact aussi sur l'économie nationale et régionale. Là, on parle du taux de fret, on est d'accord, hein, pour être très clair. Alors, il y a 2 éléments. Il y a l'aspect prix et l'aspect pénurie de containers. Donc c'est malheureusement les deux sont cumulés et ce sont vraiment des problématiques aujourd'hui mondiales, puisque c'est pas spécifiquement le Havre ou le Grand Port Maritime de Marseille, bien sûr. C'est comment. Nous faisons partie de ceux qui pensent que le marché va se réguler dès lors que les investissements en conteneurs auront pu être faits, qu'un certain nombre de ports, on pense principalement en Asie du Sud-Est et aux États-Unis, vont pouvoir se déverrouiller, puisque là, clairement, effectivement, il y a un tel afflux et un tel, finalement, blocage de ces ports où les temps d'attente sont extrêmement forts, qu'une fois que ceci aura pu être fluidifié, la situation va progressivement se mettre en place. Maintenant, effectivement, c'est clair que le prix pour les chiffres, on les connaît tous, ont une incidence forte, à la fois dans l'intégration du processus, donc côté importation, matières premières, etc., mais aussi, on le voit quelquefois un peu moins, exportation, où effectivement le nombre de conteneurs et les prix peuvent avoir effectivement des conséquences sur le rythme et la fluidité pour nos exportateurs. Je parlais tout à l'heure du climat des affaires. Est-ce que cette flambée qu'on constate depuis 2 ans du prix du transport se retrouve dans les prix à la consommation? Aujourd'hui, non. Non. Pardon. Le prix du transport n'étant pas effectivement par rapport à la composante salaire dans notre économie, en tout cas, et là, encore une fois, on parle d'indice global. Est-ce que le citoyen et chacun d'entre nous va payer quand il va consommer? Et quand il va consommer, effectivement, la part
du transport, la part de la matière première et la part de la main-d'œuvre, comme on disait dans le temps, et en tout cas de cette richesse humaine, mais pas tout à fait la même. Et on a quand même une économie. Je rappelle qu'effectivement, dans l'économie, le poids de 15%, quelque chose comme ça, donc, et le poids des services où la structure des coûts est pas du tout pareil, y compris pour les transports, fait que globalement, tu as raison, c'est pas encore, enfin cet élément-là précis n'est pas un indicateur d'alerte qui à lui seul nous ferait avoir des inquiétudes. Pour autant, et pas du tout pour apporter la contradiction, mais je le dis, je parlais tout à l'heure du fameux climat des affaires. Quand vous regardez ce climat des affaires, les chiffres que l'on a sont nationaux, hein, ils ne sont pas métropolitains, mais je pense qu'on les retrouverait facilement au niveau de la métropole. Aujourd'hui, le climat des affaires, il est très bon, il est même meilleur que ce qu'il était avant confinement. Par contre, quand vous zoomez sur les industriels en leur disant « vos 6 prochains mois, selon vous, où sera votre climat des affaires ?» Et là, effectivement, vous avez des industriels qui commencent à s'interroger parce que, comme le dit très bien Jean-Christophe, eux sont percutés immédiatement par cet effet taux de fret qui, effectivement, comme vous le dites très bien, a bondi. Donc, alors je ne sais pas dire si c'est un nuage, je ne sais pas dire ça, mais c'est vrai que quand vous interrogez le patron industriel et que vous lui dites si tu mettras le micro sous le menton dans 6 mois, ça se trouve mon climat des affaires ne sera pas tout à fait le même parce que là aussi, hein, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais notamment ce prix, que ça soit des enjeux de taux de fret ou notamment prix de l'enjeu énergétique, je ne vois pas qu'est-ce qui fait qu'il baisserait demain, tout au contraire. Et on voit d'ailleurs un gouvernement qui cherche des solutions pour que ça ne se percute pas, y compris sur les consommateurs que nous sommes. L'ajout de capacité. Et est-ce qu'il y a un effet collatéral de relocalisation? Alors la relocalisation, elle s'inscrit, pour nous, hein, en tout cas observateurs institutionnels, principalement par l'évaluation de la compétitivité du site France. La compétitivité du site France, il y a la compétitivité prix et la compétitivité qualitative, si j'ose dire, hein, le fait de pouvoir faire du marketing, du commerce, etc. Dans le premier des cas, quand on regarde sur les 4 ou 5 dernières années, la France a beaucoup progressé dans on venait de loin, on va le dire comme ça, mais la compétitivité prix a beaucoup progressé. Aujourd'hui, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est de l'ordre de 35% de la compétitivité qui est celle qui n'est pas celle des prix, donc plutôt les aspects qualitatifs, sont encore défavorables à la France. Donc effectivement, on espère que, on le mesure notamment par les investissements directs des étrangers en France, où on reste une des priorités, si j'ose dire, mondiales, hein, soit premier, soit deuxième des implantations étrangères. Donc effectivement, et on est sur un territoire, hein, notamment le pays d'Aix, qui attire énormément d'entreprises, et ça c'est une très bonne nouvelle, et que ça a toujours été le cas en réalité. Ça a toujours été le cas. J'espère, mais pour le moment, pour répondre clairement à votre question, on n'a pas observé une augmentation franche, massive du nombre d'implantations sur l'ensemble de la région. Aix peut-être un peu, mais regarde cette dynamique. Non, on a facilement sur le territoire entre 60 et 70 entreprises qui s'installent. Et donc ça veut dire que les chiffres sont là. Le territoire d'Aix tire facilement son épingle du jeu en plus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, notamment sur ce territoire, quand les entreprises s'installent, elles s'installent avec de l'emploi. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on est malgré tout dans cette obligation d'avoir cette composante emploi qui soit là. Et elle est là. Moi, je voulais rajouter un point aussi, notamment sur cette problématique, c'est que au-delà du problème tel qu'on peut le voir, ça a en fait généré un nouveau challenge pour certaines entreprises. Et c'est vrai que moi, les échos qu'on a pu avoir aussi au moment de l'élaboration de l'enquête ont montré aussi qu'il y avait certaines industries qui étaient obligées de faire un sourcing différent, une approche différente. Et là, en l'occurrence, ça a apporté justement, soit au niveau national, de nouveaux fournisseurs nationaux, voire dans l'espace européen, mais qui permettent justement, à travers la problématique du fret, d'avoir des tarifs beaucoup plus compétitifs, tout en restant local ou européen. Et donc ça, c'est aussi des nouveaux enjeux qui sont nés par rapport à cette problématique. Donc après, c'est sûr que
à suivre dans le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Moi, Vas-y, Jean-François. je partage l'essentiel des constats que vous avez émis. Je serais peut-être un petit peu moins optimiste sur la durée courte du phénomène inflation. Le prix de l'énergie, c'est pas demain qui va baisser. On est vraiment sur une ascendance qui va durer de nombreuses années. D'où la nécessité absolue, d'ailleurs, qui a été largement divulguée, partagée par le cercle des économistes, d'accélérer cette transition vers l'économie décarbonée et le numérique. Et alors, je le vois, les banquiers, si on revient au terre-à-terre de la relation banque-client, de plus en plus, le banquier pose la question au chef d'entreprise, où en êtes-vous dans votre propre transition digitale de votre entreprise? Faites-moi un rapport là-dessus. Et c'est une composante qui arrive, qui est prise en compte dans l'analyse du risque banquier de l'entreprise à ne pas négliger. Une petite précision que j'aurais souhaité obtenir de vous pour soutenir l'investissement. J'aurais voulu savoir le dispositif du prêt participatif a-t-il vraiment commencé à décoller? Bon, certes, c'est de l'endettement, mais comme vous avez 4 ans de différé de remboursement, ça doit quand même inciter aux entreprises, et c'est une sacrée aide, à investir, et 4 ans, c'est quand même un temps suffisamment long pour amortir et générer une première bonne rentabilité. Un peu des spécialistes de votre Jean-François. Moi, Alors pour être clair et répondre en quelques mots, ces dispositifs n'ont pas encore trouvé leur marché. Alors il faut reconnaître qu'elles s'adressent à des entreprises d'une certaine taille, puisqu'effectivement, ce dont on est en train de parler, si je comprends bien, c'est prêts participatifs, relance, voire obligations subordonnées, effectivement, qui s'intéressent à des entreprises de plus de 2 millions de chiffre d'affaires, donc déjà une certaine taille. Il y a d'autres possibilités de financement un peu de la même nature, notamment financées par, dont la distribution est assurée par BPI, qui fonctionnent plutôt mieux que les PPR, les obligations subordonnées. Maintenant, je crois qu'il faut donner du temps au temps. À savoir que, nous avons tous collectivement, je pense, un travail positif de pédagogie à faire sur la nécessité, on le disait tout à l'heure, Eric, de renforcer le haut de bilan à 50 milliards, c'est une évaluation de la Banque de France pour l'ensemble de territoire. Donc, faire de la pédagogie de ce côté-là et à tirer, si j'ose dire, le chef d'entreprise vers des modes de financement longs, qu'ils soient de type PPR ou d'autres. Finalement, l'essentiel, c'est qu'on ne se retrouve pas devant un mur de dette et qu'on puisse donner le temps d'avoir des projets rentables et de les rembourser avec un peu de temps. Et donc, quelque chose du style autour de 8 ans, on y réfléchit, ça c'est clair, mais quelque chose peut-être d'un peu plus souple. Pour conclure, sachez que au niveau de la ville d'Aix, de notre collectivité, on d'abord des politiques d'implantation d'entreprises, etc., en favorisant les entreprises du secteur qui rentrent dans l'économie et dans le numérique. Tout ça est connecté avec les politiques d'urbanisme, quand on veut redévelopper un territoire, etc., qui est en possibilité de consentir des permis de construire, etc., on va aller en priorité sur le numérique et sur les entreprises du secteur économique. C'est très bien de le dire. Il ne faut pas oublier que dans une croissance économique, un point de croissance économique nécessite 0,7% de croissance d'énergie, de production d'énergie.
Je me permets de rebondir sur le propos de Jean-François et je te remercie de cette intervention. Moi, je suis plutôt Jean-François que Jean-Christophe et Eric. Sur l'inflation, et moi, je suis dans ma boutique, hein, je ne sais pas faire plus que ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une accélération il faut qu'on se parle pour les salaires. Et bon, alors après, comme on dit très bien, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, et puis il y a des choses qu'on va discuter, c'est bien évident, mais là où je comprends ce que tu dis, à ma petite échelle, c'est qu'effectivement, si tout à coup se met en œuvre ça, nous on va chercher à répercuter le prix, et là, le chaînage est parti. Alors je suis dans les services, donc je suis moins impacté par la partie énergie qu'on soulevait, hein, mais voilà, c'est là où il va falloir être extrêmement vigilant. J'ai une dernière. N'oublions pas néanmoins que cette augmentation, le cas échéant, des salaires va avoir un impact inflationniste dès lors qu'elle est supérieure au gain de productivité dégagé. Et donc, on fait quand même un raccourci et j'espère que, voilà. Et oui, parce que si les gains de productivité, c'est la répartition de la valeur ajoutée, hein, on peut le dire, mais simplement pour dire que, voilà, il faut qu'on raisonne en macro et on a essayé, nous, d'insister sur le fait que, globalement, alors c'est sûr que dans un certain nombre de cas, dans un certain nombre de secteurs. C'est pas facile à aller chercher les gains de productivité. Oui, là, J'ai une dernière question et je pense qu'on pourrait d'ailleurs tous y répondre en collectif. Il y a une question qui nous est posée. Pensez-vous que les organismes sociaux, fiscaux, donc le fisc, l'URSSAF, vont reprendre les habitudes d'assignation? Je sens dans la question une petite pointe de dire, est-ce qu'on va reprendre... Alors moi j'ose une réponse, mais n'hésitez pas à réagir les uns les autres. Je pense, et d'ailleurs le gouvernement avait déjà passé, me semble-t-il, un certain nombre de consignes sur la nécessité... Je ne veux pas dire de bienveillance, mais quand même de faire très attention sur la façon dont tous ces organismes fiscaux et sociaux montaient dans les entreprises. Donc honnêtement, je ne suis pas du tout sûr qu'on va vraiment avoir un changement de façon de faire. On va rester dans une relation qui, à mon sens, mais là il ne faut pas hésiter à réagir, sont plutôt... enfin, il y a eu des années où c'était bien pire que ça, et aujourd'hui je trouve honnêtement qu'on est plutôt dans des relations... que je vais qualifier de normal. Après, il y a autre chose qu'on peut dire. On est sur un territoire engagé patronalement. Alors, on a beaucoup de mandataires ici qui étaient tribunal de commerce, URSSAF, etc. C'est à nous de jouer les discussions. Hein. Enfin, bon. C'est à nous d'aller chercher les mandats pour effectivement défendre nos boutiques quand c'est nécessaire. Juste un point, je ferai très volontiers le même parallèle qu'on a fait tout à l'heure sur la relation entre l'entreprise et la banque. La banque, elle a horreur et elle a raison des mauvaises surprises. Si ça ne va pas, il faut lui le dire en temps et en heure, on essaie de mettre des plans et des solutions. Eh ben, même topo avec la DRFIP, l'URSSAF, etc. Si vaut mieux prévenir que guérir. Après, on peut prévenir et guérir, mais guérir tout seul, en général... Je fais juste une parenthèse, Charles, et après je te donne la parole. Dans mon métier de transport, on est allé beaucoup chercher la possibilité de décaler la charge URSSAF. Donc là, on est re-rentré, ou en tout cas, on est obligé de rentrer dans un mécanisme où, ben, maintenant, qu'est-ce que je fais, comment je rembourse, etc. Avec, en plus, un effet PGE quand on est allé chercher le PGE. Et là aussi, et je peux en témoigner personnellement, on a plutôt, notamment côté organismes sociaux URSSAF, des gens qui sont compréhensibles de ce qui se passe et qui donc donnent, mais à condition qu'on soit clair, tu as raison, et qu'on tienne au courant, parce que quelquefois, on fait des projections, mais donnent les délais qu'il faut. En tout cas, et à nouveau, c'est ce que je constate à ma petite échelle. Charles, tu voulais réagir? Je vais changer la question, poser peut-être sur le fait que pendant les 2 années qu'on a vécues... On n'entendait plus parler d'eux. Non, c'est pas ça. Ils avaient consigne de ne pas assigner. Ils n'ont plus assigné. Ils n'ont pas assigné pendant ces 2 années passées. Et une des sources de la déclaration de cessation de paiement des entreprises, ce sont en général les assignations, donc d'URSSAF, pas en général, pardon. C'est une grande partie des assignations, etc. Néanmoins, si je peux me permettre de parler en tant qu'ex-chef de juridiction, je dirais que notre devoir de chef de juridiction aussi, de maintenir le commerce loyal. C'est-à-dire que tout le monde paie ce qu'il doit, de manière à ce que tous les entrepreneurs soient dans une concurrence loyale. Donc, les négociations qui sont trop souvent faites vont peut-être aussi au détriment du commerce loyal. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la conséquence du nombre d'entreprises qui n'ont pas déclaré leur cessation de paiement pendant les 2 années a peut-être amené d'autres entreprises à
être dans la difficulté, qui vont peut-être l'être. On est dans une chaîne. Il est normal qu'il y ait une entreprise qui meurt, il est normal de payer ses créanciers, il est normal d'avoir des contrats équilibrés. D'accord, merci de l'apprécier. Merci de l'apprécier. Allez, merci beaucoup à toutes et à tous. On a essayé d'être dynamique, de faire participer les uns les autres. Encore un grand merci à vous. Christophe, Eric. Merci à tous et à très bientôt. Il y a quelque chose